j'ai juste envie de dire deux petites choses. Oui. Au milieu de votre exposé, même ici, vous avez parlé d'espace de Hilbert séparable. Oui. Moi, j'ai fait un petit peu d'analyse, la notion de séparabilité dans les espaces de Hilbert. C'est nécessaire pour construire des bases hilbertiennes. Oui. L'exemple des séries de Fourier, par exemple, partitionner l'espace en sous-espace propre via un opérateur compact, des choses comme ça. Mais en probadine, à quoi sert la notion de séparabilité? Et c'est une question que je pose. Je ne sais pas le professeur. La question, je la pose aussi à Mme Olbert qui fait des probas. Je ne fais pas de séparabilité, je pense. Parce que séparable, on analyse et qu'il est là, mais quoi ça sert? Ça revient toujours dans l'espace de Hilbert, mais là. C'est pour les suites aussi, les suites, les limites, l'unicité de la limite. L'unicité de la limite, ça y est toujours là, dans tous les cas on a l'espace. On ne demande pas la séparabilité. En première année, on les enseigne ça. La réalité de l'espace séparable de Hilbert, c'est que l'attribut borélien, c'est l'attribut engendré par les ouverts. Et lorsque vous êtes en dimension infinie, il y a des ouverts de la topologie forte et il y a des ouverts de la topologie faible. Donc lorsque vous prenez l'image réciproque d'un borélien, on ne sait pas. Et ça diffère. Et lorsqu'il est séparable, il y a la topologie faible qui coïncide avec la forte. Ça veut dire que les boréliens et les cylindres sont les mêmes. Donc on exige juste x-1 d'un borélien appartient à l'attribut. Et on revient à celle que nous connaissons dans R. Si vous ne prenez pas les espaces séparables, tout ce qu'on fait ne marche pas. Mais elle, c'est juste une remarque, puisqu'il n'a pas travaillé dans des espaces de Hilbert. Il a travaillé dans R. Dans R, on prend l'attribut qui ont engendré par des intervalles, et ça s'arrête là. Les intervalles, que ce soit ouvert ou fermé, c'est la même chose. Mais en général, la question de M. Mouchibélé, effectivement, le séparable, lorsqu'on parle de probabilité, c'est à cause de la mesurabilité. De l'image réciproque, oui. Il faut que les ouverts soient les mêmes. Les deux topologies coïncident. Voilà, les deux topologies coïncident et séparables coïncident. Donc, comme il construit une suite, donc c'est pour qu'à chaque fois, qu'à chaque itération, le terme reste aussi mesurable. Alors, mais sinon, ça m'a un petit peu dérangé, vous écrivez f de x sans mettre les parenthèses à x. Mais en Algérie, on écrit en français, on est francophone. Heureusement que Madame la France nous a économisé pour nous permettre d'écrire ça, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait écrit. En vrai, c'est ça. Hein? Mais pourquoi vous ne mettez pas les deux parenthèses? C'est pour rester dans l'opérateur, c'est pour voir les choses de la façon la plus générale qui soit. Après nous, bien sûr, on a pris une fonction réelle. Là, je mets... Mais lorsque l'opérateur est linéaire, on peut se passer des parenthèses linéaires. Oui. Lorsque c'est une fonction quelconque, on met des parenthèses. Même lorsque c'est un opérateur, on met des parenthèses. D'accord. Lorsque vous voyez AX, s'il n'y a pas de parenthèse, c'est plutôt linéaire. S'il y a de parenthèse, il n'est pas linéaire. Mais bon, c'est vrai que lorsque ce n'est pas linéaire, on écrit F au lieu de A. Donc les linéaires, c'est A, les non linéaires, c'est des F. Mais comme il dit, je crois que les parenthèses, là où c'est pas linéaire, on les fait souvent. Mais bon, ça c'est un choix. Mais parce que si c'est linéaire aussi, la multiplication A de 2x égale à 2AX, on peut les permuter sans problème, parce que c'est linéaire. Mais si c'est pas linéaire, la confusion peut engendrer des problèmes. Alors, mais sinon, donc vous dites que vous travaillez dans le cas f n'est pas linéaire, est inconnu, dans le cas réel. Oui, fonction scalaire. Et si nous avons une fonction linéaire de R dans R, ce que vous faites là, quels seront les points fixes? Je n'ai pas compris cette question. Au lieu de non linéaire, c'est vous prenez votre fonction linéaire. Elle est linéaire. Non linéaire, vous dites que c'est difficile. Oui. Le linéaire, c'est plus simple. La question, et si c'était linéaire, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que votre travail marche pour le linéaire? Du moment que la fonction est contractante et c'est-à-dire il faut repasser, là on a utilisé toute la théorie de probabilité. Alors sinon vous avez aussi le coefficient AN, enfin la suite.
Après, vous mettez égal à A sur N. C'est ça. C'est un cas, oui. Et le choix de N, il y a des... Je crois qu'il y a une situation où vous avez mis A égale à un tiers, c'est ça? Un tiers et tout. Est-ce qu'il y a un choix à faire dans ce pourquoi vous avez pris un tiers? C'est un quart ou un tiers? C'est un quart. Un quart. Oui, il faut que ça reste inférieur à 1 pour la suite à n. L'algorithme de Mann, il est présenté comme ça, dans le cas déterministe. Déjà, la suite à n doit être encadrée entre 0 et 1. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous choisissez de 1 quand vous voulez ou bien vous choisissez? Alors, dans les inégalités là, à un certain moment, on a eu besoin de 1 moins A fois C encadré comme ça. Et le C, c'est la constante de contraction. Donc, c'est lié. Donc, vous avez 1 moins A fois C. Ils ont une influence sur le paramètre, sur le taux de convergence, le choix de N. Puisqu'il est lié déjà à la constante de contraction, qui est C. Oui. La vitesse de convergence, c'est en fonction de K, enfin la convergence, pas en probabilité, hein, telle qu'on la connaît. Elle est liée à la constante de contraction, oui. Je donne la parole à M. Dahmani, au cas où il a envie d'apporter des éclaircissements ou d'ajouter quelque chose.